Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Salut, je m'appelle Philippe Lamar, je suis le fondateur d'Urbania. Rebienvenue entre la fin et le début, un podcast où on jase de storytelling avec des gens dont c'est le métier. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité la documentariste Thalie Abécassis, une raconteuse de grand talent mais qui demeure trop peu connue au Québec selon moi. Les deux solitudes, I guess. Thalie a commencé sa carrière comme réalisatrice de films qu'on qualifie en anglais de Slice of Life. Un documentaire Slice of Life, c'est un peu comme une chronique de la vie quotidienne où on raconte la vie des gens ordinaires. En français, on dirait un documentaire tranche de vie, mais comme trop souvent, ça sonne pas mal plus hot en anglais. Puis à un moment crucial de sa vie, elle est passée de l'image à l'audio. Aujourd'hui, Thalie occupe le poste d'audio producer au prestigieux New York Times. Comment passe-t-on de faire des documentaires tranche de vie à Montréal à produire des podcasts pour le média le plus connu au monde? Thalie Abécassis, welcome to my podcast. Merci. Wow. Thalie, je vais faire ta petite bio. Tu peux faire du fact-checking en temps réel si tu veux. Là, je vais te dévoiler ta date de naissance. Mais là... Sorry. Bon, mais Thalie, t'es née en 1973 puis t'as grandi à DDO, ou $des Ormeaux pour les Franco. Mm-hmm. T'es la fille d'un père juif marocain puis d'une mère british. Qui est juive aussi. Donc une vraie Québécoise, comme on les aime. Mm. Puis comme toutes les filles qui grandissent dans le West Island, ben t'as dû passer de longues heures dans l'autobus en route vers le Mall Fairview ou à la piscine à faire de la nage synchronisée. Oui. Moi, je me souviens de la première fois que t'es tombé sur mon radar. Ça devait être autour de 2004 ou 2005, je sais plus trop. Puis il y avait Martin Balthazar, un éditeur avec qui je travaillais, qui m'a montré un livre qui songeait à adapter en français, Barbershops. Mm. C'est un magnifique livre d'images qui racontait l'univers des salons de barbier que tu avais réalisé avec la photographe Claudine Sauvé. J'ai tout de suite trippé sur ton approche des petites gens puis des petites histoires, puis j'ai voulu te rencontrer. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Exact. Tu as étudié en communication à l'Université Concordia, puis à ta sortie de l'école, le premier film que tu as réalisé portait sur Warsha, un magasin général éclectique du boulevard Saint-Laurent à Montréal. Oui. Tu avais filmé une galerie de personnages qui gravitaient autour du magasin pendant 1 an, je pense, à l'époque. Oui. J'avais vraiment senti en voyant ce film-là que tu avais une espèce de touche un peu magique. Merci. Je me souviens aussi que tu es la première à m'avoir parlé de l'émission de radio culte This American Life puis de son animateur Ira Glass. Ah, c'est vrai? Ouais. Tu m'avais alors ouvert une fenêtre sur un monde que je connaissais pas, mais pour lequel j'ai immédiatement senti des affinités. À ce moment-là, tu travaillais sur Lifelike, un documentaire où tu t'intéressais à l'univers de la taxidermie. Puis t'enchaînais avec des films sur des commerçants de quartier, des collectionneurs, bref, des sujets qui s'attardent à la beauté puis à la poésie du quotidien. Mm-hmm. Fait qu'en 2015, quelques années après avoir donné la vie puis élevé tes 2 garçons, tu as décidé de revenir sur le marché du travail. On avait commencé à travailler sur un projet documentaire ensemble, puis en parallèle, tu as décidé de faire un podcast où tu racontais à la première personne les difficultés d'une femme qui tente de trouver un équilibre entre son identité de mère puis de réalisatrice. Mm-hmm. C'était la première fois que tu te mettais au cœur d'un récit. Mm. Cette série-là, tu l'as appelée First Day Back, puis ça a eu un certain succès, au point où des grands médias comme le Guardian ou le New Yorker en ont parlé. Mm-hmm. Cette notoriété a fait en sorte qu'une compagnie américaine en a racheté les droits puis t'a commandé 2 autres saisons. Une où t'as raconté les premières journées d'une femme qui sort de prison après avoir accidentellement assassiné son mari. Puis l'autre qui est le récit d'un humoriste américain dont le cœur s'est arrêté de battre pendant 5 minutes sur scène, mais qui a survécu puis qui décide de revenir sur les planches. Mm-hmm. Grâce à cette série, t'as pris le goût de raconter des histoires avec juste le son comme ingrédient. Oui. Puis t'as apprécié la légèreté qui vient avec le médium. Cette incursion dans le monde de l'audio changera ton parcours, puisqu'un jour, le 14 décembre 2020 pour être précis, tu m'as texté pour me demander si je pouvais être ta référence pour un poste avec l'équipe audio du New York Times. Ben, écoute, je pense que je dois avoir dit des belles choses sur toi parce que tu as eu un job. Merci. Je me suis dit que 2 ans plus tard, ce serait le fun qu'on revienne sur tout ça, mais surtout de jaser de storytelling avec toi. Je pensais à ça quand tu as raconté ma démarche, que j'ai aussi fait des événements live de storytelling à Montréal qui s'appelaient This Really Happened, parce qu'à un moment donné, je voulais comme essayer de faire ma propre Ira Glass et je travaillais pas à CBC, je travaillais pas en radio et j'ai décidé de faire des événements de soirées de contes où les gens racontaient des histoires un peu à la This American Life. J'ai fait ça avec Maria Turner, puis c'est ça, on a fait des soirées un peu comme The Moth, you know. Ouais, c'est vrai, t'as raison, j'ai oublié ce bout-là. That's my fact-checking. Puis est-ce que tu vas-tu leur lancer ça Really Happened? Ou non. Mais j'ai trouvé ça tough, en fait, The Moth travaille vraiment longtemps avec les raconteurs pour essayer de comme synthétiser puis organiser les parents. Ben, pour rendre ça bon, c'est comme un peu comme TED. Ils font vraiment de l'encadrement. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment comme
trop de travail. Ouais, non, c'est ça. C'est un métier en soi, juste accompagner des gens, raconter leurs histoires. Puis, Oui, puis ça marchait comme 50% du temps. Fait Ah que- ouais, hein. Mais tu sais, effectivement, à l'époque, je me souviens que, puis pour vrai, c'était autour de 2005, tu m'avais parlé de This American Life. C'était déjà un peu, entre guillemets, tes maîtres à penser ou Oui. des inspirations pour toi. Donc, l'audio t'avait déjà interpellé, mais t'en faisais pas à l'époque. C'est ça, c'était comme mon... Ira Glass, c'était mon idole. C'était quelqu'un que... Et c'est ça, je comprenais pas, like, how do they do it? You know, Ouais. like, il me semble que c'est des petites histoires. Comment est-ce qu'ils rendent ça tellement intéressant? Il me semble qu'il y a presque rien qui s'est passé. Plus tard, ils ont commencé à faire beaucoup plus de hard journalism, mais on dirait que autour de 2005, c'était vraiment des histoires de comme... de Anecdotique. rien, Ouais. d'anecdotique, de slice of life, mais rendait ça plus grand. Et je comprenais pas comment ils faisaient ça. Ouais, c'était comme de la magie. C'était vraiment comme de la magie. Ben, j'ai l'habitude de commencer la discussion avec une petite question facile pour Oui. se réchauffer. Ben, c'est quoi pour Thalie Abécassis une bonne histoire? Oui, j'ai écouté l'émission avec Michel Rabagliati et j'ai aussi écouté le début d'Annabelle Soutard et j'avais peur quand j'ai entendu qu'elle a dit « c'est beaucoup de choses ». And I was like « il faut que j'arrête parce que j'ai peur de la copier par accident ». Je vais dire les mêmes choses. Maintenant, en audio, c'est comme si j'ai appris que une bonne histoire, il faut que quelqu'un ait quelque chose à gagner ou quelque chose à perdre. En audio, on parle beaucoup de stakes. Audio people love to talk about stakes. Faut qu'il y ait un enjeu. Mais c'est ça, en arrivant ici, j'ai essayé de penser, c'est quoi le mot en français pour stakes? Et on dit enjeu, mais c'est pas vraiment la même chose. Stakes, c'est vraiment qu'est-ce que la personne va gagner ou perdre dans cette histoire-là. Et toutes les bonnes histoires ont des stakes. Les gens ont beaucoup à gagner ou beaucoup à perdre dans l'histoire. Et t'attends, il y a une tension that builds. If a story has stakes, c'est que tu t'investis dans l'histoire parce que tu veux vraiment savoir comment ça va se terminer. Et ça, c'est comme un défaut de mes œuvres précédentes. Je dirais, si je peux retourner en arrière et retourner et faire une autocritique de mon travail, c'est que c'est des portraits et qu'on ne s'investit pas assez à leurs histoires parce qu'il n'y avait pas vraiment des stakes. C'est quelque chose que j'ai appris plus tard. Donc, la réponse à la question « Qu'est-ce qui est une bonne histoire? » c'est quelque chose où tu t'investis parce que quelqu'un va vraiment gagner ou perdre quelque chose qui a de l'importance. Je veux quand même, t'es un petit peu critique envers toi-même. Là, tu parles. Dans Lifelike, je me souviens quand même Lifelike, c'est le seul. Oui. C'est le seul parce que c'est une compétition. N'importe quelle compétition a comme... Un gagnant puis un perdant. It has natural stakes et il y a vraiment un natural arc à l'histoire. Mais c'est vraiment ça. Alors, il y avait l'histoire de quelques personnes qui s'essayaient au championnat canadien de la taxidermie quand même, il faut le faire. En fait, il y a un des personnages principaux qui a perdu, mais il pensait qu'il allait gagner. Oui, exact. Et s'attendait à gagner. Il avait tellement de confiance, puis il était certain. Il nous présentait ses têtes de chevreuil, puis il disait comme, lui, je pense qu'il va gagner le premier dans sa catégorie. Lui, il est vraiment, celui-là, il est vraiment, j'ai travaillé tellement longtemps. Puis le gars, il avait comme pas d'idée de how good the other people could possibly be. I started competing in 1993, and trying to establish my clientele. I really wanted to prove my credentials to build my business. Nobody in Canada has won, as much as what I have won in fish. At a national level and a world level, I would say I'm almost ranked third in the world. Mais donc, il a perdu. Ouais. Je dirais pas que c'était émouvant, et je veux pas dire non plus que c'était drôle parce que je vais pas me sentir comme si on riait de lui, mais quand même, c'était un peu, il était mis à sa place, puis because of his personality, Exact. it was interesting. Mais il y a la compétition, mais il y a aussi une femme qui était, ça, qui avait un animal de compagnie puis qui Ouais. décide de le faire empailler. Oui, c'est ça, mais elle... Puis à la fin, elle arrive avec l'animal empaillé, mais entre-temps, elle a eu un nouveau chien qui est pas tellement content d'avoir l'ancien chien qui vient prendre sa place. Mais bon, je me souviens, moi, c'était ça ma finale de Lifelike. I know. C'est le film que I wish it was on streaming parce que je pense que ça tient la route quand même. Tout ça pour dire, la femme qui a fait taxidermier son chien, pour elle, c'était comme... Elle voulait ce mémoire de son chien. Exact.
Et pour elle, c'était tellement important de préserver L'âme. Capturer l'âme du chien. Ouais. Capturer l'âme de son chien. Mais pour elle, il y avait quand même, c'est pas un enjeu, mais il y avait comme, si le chien empaillé n'était pas réussi, elle aurait été vraiment déçue. Pour elle, c'était un succès, mais, tu t'investis à son histoire parce que tu veux voir comment le chien va sortir. Exact. Yeah, who's that? He's not gonna bark back. Should we put him on the table? Should we put him on the table? Yeah? He looks like a dog. Does he smell like a dog? 'Cause he's back home. Puis dis-moi donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit « Ah, mon Dieu, si je revenais en arrière, genre, je voudrais plus de stakes dans mes histoires. » Quand est-ce que tu as... Ben, en fait, c'est en commençant à travailler en audio. OK. Et la culture de l'audio, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. J'avais toujours l'impression en cinéma documentaire que... C'est compétitif? Oui, personne parle du craft. Il y a pas des sites web dédiés à comment apprendre à faire des films. Je suis allée à Concordia, j'ai étudié en communication, puis c'est every man for himself. Tu as ton style, tu es un créateur. C'est vraiment comme l'artiste. Et donc, toi, tu as une vision. Et c'est vrai, OK, Comme si tu portais les histoires en toi, puis elles sortent de toi naturellement. Là. C'est ça. Mais en audio, quand j'ai rentré dans ce monde-là, il y a vraiment il y a plein de sites web, il y a plein de livres, il y a plein de gens, des workshops, des ateliers sur comment faire de l'audio. Puis quand on a commencé à me parler de stakes, c'est comme si un light bulb est apparu dans ta tête. Est apparu dans ma tête, puis j'ai fait comme « Ah, c'est vrai, c'est ça que ça prend, une histoire. » Et c'est ça qui me manquait. Comme j'ai souvent fait des projets sur de longues périodes de temps et on dirait que c'est pas une paresse, mais c'est comme something's gonna happen over a long period of time, c'est comme... c'est comme si tu restes assez longtemps à un coin de rue, il va y avoir un accident à un moment donné. Je sais pas c'est quoi l'histoire, mais je vais le suivre pendant très longtemps, puis il va y avoir une histoire qui va se dévoiler à un moment donné. Mais... c'est pas vraiment une histoire suivre quelqu'un sur une très longue période de temps, mais c'était comme ma signature pendant une certaine période. Et c'est comme si maintenant, en regardant en arrière, je fais comme... Non, mais c'est... Mais tu sais, tantôt, tu as dit le mot « craft », puis c'est vrai qu'on dirait que le son, il y a un côté plus artisanal. Tu fabriques des histoires, on dirait qu'avec du tape puis avec des ciseaux. Un petit peu plus. Non, c'est ça que tu dis. Il y a une communauté de gens qui partagent ce savoir-faire-là. Puis qui est aussi oui, très, il y a très... des conférences. En audio, il y a souvent des gens qui me demandent comme « Ah, comment est-ce que tu as appris? » Puis il y a un site web, Transom, où il décortique comment quelqu'un a fait une super bonne histoire. Puis il montre des side-by-side. Puis je me suis mis dans ça et j'ai absorbé tout ça pour essayer de comprendre, OK, what makes a good story? Et en cinéma, tu peux filmer le visage de quelqu'un et il y a une émotion qui va s'en dégager. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans l'image, le visage de quelqu'un. Tu peux avoir la tristesse, la mélancolie, regarde en bas et regarde en haut, il y a des larmes, il y a plein de choses. On peut beaucoup comprendre en tant qu'être humain en regardant le visage de quelqu'un. Ouais. En audio, la voix ne communique pas autant de choses. Et tu n'as pas autant d'outils à ta disposition pour pouvoir dire autant de choses. Tu as de la musique, tu as des effets sonores, puis tu as la voix. Ouais. Donc, il faut que quelqu'un raconte toute cette émotion-là d'une manière ou d'une autre et tout ce qui se passe. Et donc, il y a toutes sortes de stratégies pour to have the right material to be able to tell the story. Et aussi d'essayer de sortir tout ça de quelqu'un. Parce que, OK, c'est sûr que c'est pas très difficile de sortir de quelqu'un son trajet, il est allé sur une telle place, il est allé à telle place, il est allé à telle place. Mais sortir l'émotion, les paroles, de dire les choses d'une manière originale, de ne pas juste dire, I was happy, I was sad, de trouver peut-être des métaphores, de raconter les feelings d'une manière profonde, imagée. Donc, je pense que la culture de comprendre ou de savoir comment faire ce métier-là existe d'une manière que ça n'existe pas en cinéma. Hi, I'm Tally, and this is First Day Back, my podcast about getting back to work after the longest maternity leave ever.
I'm a documentary filmmaker in Montreal and the mom of 2 boys, Jack I am a robot. and Adam. I'm a robot too. After Jack was Raconte-moi donc born, comment I went on justement t'es maternity rentré dans le monde de l'audio avec ton podcast First Day Back. OK, c'est ça. Alors, j'ai eu 2 enfants et j'ai pris un congé de maternité qui, je croyais, allait durer 1 an, comme la majorité des femmes au travail au Québec. Mais je savais pas comment retourner au travail en tant que pigiste. Tu savais pas comment sauter sa glace. C'est que c'est tout ce processus de comme trouver un sujet, appliquer pour le financement, C'est quand tu travailles dans un bureau, tu retournes au travail parce que ta place est garantie, mais quand tu es pigiste, il faut quand même que tu trouves ton travail, que you make your work. Mhm. Et je sais pas, j'arrivais pas à gérer comme être une mère à temps plein et pitcher des projets. Ouais. Et donc, ça a traîné, ça faisait comme 6 ans que j'ai pas vraiment travaillé. J'ai travaillé peut-être un peu pour Urbania, mais pas beaucoup. Et c'était dans le moment où il y avait Startup, le podcast de Alex Bloomberg qui a commencé Gimlet. Mhm. J'ai entendu même le trailer, je pense. C'était même pas le premier épisode. Puis il y avait lui avec sa femme qui discutait de comme il allait à un meeting de pitch, puis quel soulier est-ce qu'il devrait porter, puis il riait, puis là il était dans la rue. Et là j'ai fait attends, il fait un documentaire. That's my skill set. Attends, il fait quelque chose que je peux faire parce que avant ça les podcasts c'était This American Life, l'émission radio mais mis en podcast dans un feed RSS. Ouais. Puis il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient comme des documentaires audio en épisodes qui allaient se suivre sur le temps. Sur le temps. Ouais. Alors lui, il a dit, OK, je vais monter ma compagnie, puis vous allez me suivre dans ma démarche et tous les semaines, je vais sortir une émission de podcast. Ouais. Et c'est là que j'ai fait, attends, je peux faire ça. Ouais. Malgré que je ne savais pas comment faire du montage audio. Mais alors, j'ai dit, OK, quel sujet est-ce que je peux faire? Et je trouvais que je circulais avec mes amis autour des mêmes questions tout le temps. Comment gérer les jeunes enfants et la carrière? Ouais. Je me suis dit, OK, attends, peut-être si je prends l'histoire d'essayer de monter un film, monter le financement et essayer de trouver comment je vais faire garder les enfants pendant que j'aille filmer, etc., c'est mon histoire à moi, mais peut-être ça va parler à d'autres. Mais en fait, honnêtement, je pensais que vraiment personne n'allait écouter ça. Ouais. Shooting a documentary, for those of you who don't know, requires long, long hours. When filming, by definition, I won't be around my home much, and that idea stresses the crap out of me. Je me suis dit, OK, je vais faire quelques entrevues et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai fait une entrevue avec mon fils et je lui ai demandé, OK, qu'est-ce que tu en penses si moi je vais aller travailler? Puis il m'a dit, I think it's better for you to go to work. Et moi, j'ai dit, mais attends, je pensais que tu allais dire que tu préfères que je reste à la maison. Et puis il a dit, no, why would I say that? And I said, because I'm doing a thing, je me rappelle maintenant, I'm doing a thing about moms and whether or not they should work. Puis il a dit, mais je pense qu'il faudrait que tu ailles travailler pour gagner de l'argent. And I was like, OK, attends. Puis c'était une surprise. Et donc, un autre élément pour moi de storytelling, c'est le surprise. C'est que les gens ne disent pas... Ce que tu t'attends à ce qu'ils disent. À quoi tu t'attendais. Ouais. And I was like, OK, ça me dit quelque chose. C'était le premier moment où je me suis dit, peut-être c'est... There's surprises in here and it's not going to be exactly what I think. Parce que c'est ça qui est plate dans une histoire, c'est que il n'y a pas de surprise et c'est exactement comme tu pensais. Ouais. Et il me semble aussi que j'ai fait une entrevue avec mon chum, puis je sais pas, il était comme vraiment mal à l'aise. Parce que tout à coup, je me suis dit, fuck, I'm turning into a stay-at-home mom. And I was like, est-ce que tu dis aux gens que je suis un stay-at-home mom? And he was like, non, je pense, non. Puis là, il était comme, est-ce que tu veux que je dise ça ou il faut pas que je dise ça? C'est quoi la bonne réponse, chérie? Est-ce que c'est une piège? Ouais. Puis, je sais pas, ces moments-là
m'ont donné envie de raconter cette histoire-là. Puis t'as commencé à monter les épisodes tout de suite ou t'as comme ramassé plein de matériel puis tu comment? C'est ça, il fallait que j'apprenne comment faire du montage audio. Ouais. J'ai appris avec Audacity, qui est comme un software qui est gratuit et qui est, en fait, c'est fait un peu par des gens bénévolement, donc il ne faut pas que je dise des mauvaises choses. But it's very basic. Parce que toi, tes documentaires, c'est pas toi qui les montais. C'est ça, tu les confiais à des monteurs. Fait que là, c'était la première fois que toi, tu t'assoyais puis tu coupais tes Et histoires. puis maintenant, quand j'écoute First Day Back, je peux entendre beaucoup de vraiment bad montage parce que je pense qu'il n'y avait même pas des crossfades entre les... On entend le montage. C'était coupé à la hache. C'est ça. On peut dire qu'on entend le montage. Et... Est-ce que ça a été un peu une magie pour toi de faire le montage, justement, de voir comment tu crées un récit devant tes oreilles, en fait? Ben, des fois, quand tu résous un problème de storytelling. C'est comme les mathématiques, c'est comme une formule. Oui, c'est ça. Ça marche. Là. Oui, c'est tellement satisfaisant. Ou quand tu mets deux choses ensemble puis ça marche bien, ou tu rends quelque chose... Moi, j'aime beaucoup les choses drôles. Si tu rends quelque chose plus drôle avec le montage et un peu de musique, c'est une magie de faire ça. Et quand est-ce que c'est devenu un vrai projet que tu t'es dit, je vais même le mettre sur Apple? C'est juste parce que je voulais avoir un projet. Je pense que aussi... rendre quelque chose réel, it'll hold you accountable. Donc, en ayant un feed sur iTunes, on dirait que ça m'a forcé à le faire aussi. Parce que peut-être autrement, je ne l'aurais pas fait. Et j'aurais dit, oui, je fais un petit projet de côté, mais comme en ayant un podcast feed, il fallait que je mette des épisodes et ça m'a comme forcé à avoir des deadlines et à... C'est ça, tu le fais en temps réel, dans le sens que tu uploadais les épisodes à mesure que tu les montais, puis tu savais jamais ça va être quoi le prochain épisode. C'est ça. Puis on dit, quand tu lis tous les articles sur le podcast, ils disent toujours qu'il faut vraiment avoir une regular cadence, il faut toujours faire ça à un rythme régulier pour que les auditeurs sachent, OK, c'est tous les mercredis que je pourrais écouter tel podcast. Et c'était vraiment pas ça. Des fois, il y avait un épisode à tous les semaines, et puis il n'y avait rien pendant 3 semaines, puis il y avait un autre épisode la semaine d'après. C'était un peu n'importe quoi. Mais aussi, ça, c'est pour des gens qui essaient de financer leur podcast, puis j'avais pas de financement. Oui, fait que tu le faisais à ton rythme. C'est ça. Puis tu as fait une saison, puis ça, effectivement, les gens l'ont écouté. Toi, tu pensais que tu faisais ça pour toi, mais finalement, il y a des gens qui l'ont écouté. Puis comment, ça a été quoi le premier feedback que tu as eu? Comment tu t'es rendu compte que les gens l'écoutaient? En fait, c'est Annie Desrochers à Radio-Canada qui en a parlé à la radio, en français même, avant que les gens parlaient en anglais. Ah ouais? Et comment j'ai entendu parler de ça? C'est ça sur Twitter. Et là, j'ai fait « Quoi? Quelqu'un l'écoute? C'est qui ça? Like, what is happening? » Et tout à coup, j'ai eu plein de followers, puis il y a des gens qui m'ont écrit, puis peut-être aussi parce que c'était une histoire personnelle, il y avait plein de gens qui m'ont écrit pour me dire « je suis ton histoire, ça me parle. » Et ça m'a motivée aussi. C'était aussi très personnel et j'étais gênée quand il fallait que... Quand les gens m'accrochaient dans la rue pour dire qu'ils écoutaient, I was like, je préfère ne pas savoir. T'as l'impression que c'est comme si les gens étaient venus chez vous puis avaient regardé... Oui, c'est ça. I would like my fans to be anonymous. C'est ça, oui. Mais ça t'a donné le coup de continuer, en fait. Puis de sentir que les gens l'écoutaient, ça te botte un peu le derrière pour faire le prochain épisode. Oui, c'est ça. Puis là, j'avais le feeling que ça parlait à quelqu'un, puis je le faisais pas juste pour moi. Puis est-ce que tu as uppé ta game quand tu as senti que les gens écoutaient? Tu t'es dit, là, il faut que je devienne meilleur? Ou si tu as juste dit, OK, je vais le finir, puis je vais faire une saison, puis je vais boucler la boucle? Quel effet ça a eu sur toi? Ça m'a poussé à être plus structurée, comme, OK, tel épisode, ça va avoir tel thème, peut-être je vais parler Ça m'a poussé peut-être à comme élargir un peu les thématiques et à chercher à parler à d'autres gens, mais... Non, mais ça t'a forcé à aller au bout de l'exercice, puis à livrer. Puis je me souviens qu'après, justement, que tu avais lancé la saison 1 de First Day Back, je t'avais revu, puis là, tu t'es dit, là, je travaille sur une saison 2. Oui. Puis là, c'est des Américains m'ont donné de l'argent pour ça. Puis j'étais comme, wow! Moi, je savais même pas que ça existait, là. Des Américains t'appellent, puis disent, hey, je t'envoie un shitload of cash. Moi non plus. Mais raconte-moi donc ça, comment ça s'est fait. Comment tu t'es retrouvé à travailler pour des Américains sur la suite? C'est ça, il y a un producteur aux États-Unis qui est rentré en contact avec moi. C'est rendu un grand ami à moi maintenant. Puis... C'est qui?
Mark George. OK. Puis il m'a écrit un email, puis il a dit « J'écoute plein de podcasts et j'ai écouté le tien. C'est peut-être aussi parce qu'il attendait un enfant, fait que ça lui a parlé. » Puis il m'a juste dit « Rencontrons-nous. » Puis il est venu à Montréal. On est allé prendre un café, puis on était vraiment comme... Ça a cliqué. Yeah, ça a cliqué. Il m'a dit « Est-ce que tu as des idées de qu'est-ce qu'il pourrait faire une saison 2? » Puis... Toi, t'avais-tu déjà pensé à faire une saison 2 ou toi, c'était fait... Moi, j'ai dit comme, OK, c'est sûr que je parle plus de moi-même parce que ma famille était épuisée. David was like, I am not talking about this anymore. Et aussi, j'avais le feeling que en continuant, il faudrait que je révèle encore plus de moi-même et j'étais comme à la limite de... T'avais un peu de pudeur, t'étais comme, Ouais. c'était enough, là, Non, c'est j'en ça, ai assez de- montré. Mm, Fait que comment t'as eu l'idée de la saison 2 avec... mais c'est ça, j'ai dit à Marc, OK, je veux faire une femme qui sort de la prison. Puis comment tu t'y es pris pour trouver cette histoire-là? Je suis rentrée en contact avec plusieurs organismes qui font du travail auprès des femmes emprisonnées. Et, mais le problème aussi, c'est qu'il fallait que ça soit en anglais. Donc, des organismes à Montréal et au Québec, c'était un peu comme improbable que j'allais trouver une anglophone. Donc, j'ai travaillé avec un organisme à Ottawa. Et en fait, la première femme avec qui ils m'ont mis en contact, c'était une femme avec une histoire vraiment très dramatique et vraiment folle. Mais elle était sur la libération conditionnelle. I don't know, she was on parole. Libération conditionnelle. Ouais. Elle a brisé son parole. OK. Et Elle retourne en prison. elle retournait en prison. J'ai fait une entrevue avec elle. J'étais super embarquée et j'étais très déçue. And I was like, je ne trouverai jamais quelqu'un aussi bonne qu'elle. Puis ton histoire First Day Back de retour en prison, c'est un peu moins... Mais l'organisme était très... il voulait vraiment me trouver quelqu'un parce qu'il trouvait que les femmes en prison, c'est quelque chose... we don't talk about it enough. Donc, ils m'ont trouvé Lucie. Ils m'ont mis en contact avec Lucie. Et Lucie, c'est une femme qui sortait de la prison pour avoir accidentellement tué son mari et qui était saoule, blackout drunk, quand ça s'est passé. Donc, elle se rappelait de rien. Donc, son histoire, c'était un peu like the stakes, c'était sa libération conditionnelle. Et comme, est-ce qu'elle va pouvoir réussir à ne pas retourner en prison? Because that's what she has to lose. She's already lost everything. Donc, en termes de stakes, c'était pour ça qu'on s'intéressait aussi à l'histoire de Lucie. C'était elle qui essayait de se comprendre, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Et j'avais peur aussi le fait qu'elle se rappelait de vraiment rien. Ça allait être un very big problem. Mais finalement, à cause de ça, son histoire était vraiment intéressante. Mais toi, rendu là, t'étais devenue une podcasteuse professionnelle. Tu sais, le premier, c'était really. comme un podcast amateur, puis là, t'avais des sous, t'avais des moyens, puis qu'est-ce que ça a Oui, mais changé? ça se voit pas. Ça se voit pas. Tu te présentes là, t'es là avec ton petit micro, t'as l'air d'une étudiante. I mean, like, ça change pas grand-chose d'avoir des sous. Mais pour toi, est-ce que tu le faisais de façon plus professionnelle? T'as-tu écrit un scénario? Non. T'as vraiment travaillé de la même façon sur la saison 2 que la saison 1? Oui. Tu t'es laissé guider par ton instinct? Oui. Oui. Mais là, c'est ça, donc tu avais Mark maintenant qui pouvait donner du feedback en temps Oui. réel. Fait que ça t'a aidé, Oui. tu t'es amélioré plus vite grâce à ça, grâce au feedback? Oui, je pense que oui, parce que lui avait ses questions à lui. Il me poussait aussi. Parce que il faut dire que moi, j'ai eu beaucoup de misère à poser des questions difficiles. Ah ouais? Oui, comme de demander à Lucie, like, to look her in the eyes and ask her about her regrets, ou de poser des questions qui sont difficiles et inconfortables, j'avais de la misère. Mais de savoir qu'il y avait Mark, qui allait tout écouter, I couldn't chicken out. Like, I had to ask hard questions. And c'est ça. Je pense que si j'aurais été seule, peut-être... Tu l'aurais joué plus safe, peut-être. Puis t'as aimé ça, finalement, quand tu t'es écouté, puis tu te dis, OK, je suis allé là, puis ça a valu la peine? Oui, parce que c'est meilleur. C'est meilleur. En fait, on a pu sortir du meilleur matériel. Puis c'est ça que tu as appris de cette saison-là? C'est-tu ça que tu retiens? Tu dis que tu avais du feedback d'un producteur, puis en plus, là, tu posais des questions difficiles parce que tu savais que quelqu'un allait écouter.
oui, tout ça, tout ce que tu dis est vrai, mais aussi ce qui m'a surprise de tout ça, c'est que à la fin, j'ai compris que Lucy voulait vraiment raconter son histoire, que personne lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait de tout ça, qu'elle était sous le choc quand ça s'est passé. Et toute la famille à Jerry, le mari qu'elle a tué, l'ont tout de suite, they really treated her like a terrible, terrible person. Et personne voulait savoir comme qu'est-ce que ça lui a fait à elle. Donc, ça a été un peu profond pour moi, de voir que ça lui a servi quelque chose, de pouvoir raconter son histoire et de, est-ce qu'on dit procéder? Procéder son... Un genre de catharsis. Ou, Puis dis-moi, tu as lu l'histoire de Lucie, là, parmi toutes les histoires que tu as faites dans ta vie, est-ce que c'est celle qui t'a le plus touché ou marqué? Parce que c'est tellement mystifiant. Like, tu sais, c'est une femme qui vivait une vie très ordinaire et qui... s'est réveillée un lendemain de brosse. C'est vrai, yeah, you should be careful. Qui s'est rappelé de rien. Et son cerveau était comme un black hole. Like, je pense qu'on pense toujours que quand on est sous, s'il y avait vraiment quelque chose de sérieux qui s'est passé, we would snap out of it. Like, si je suis seule à la maison et que, God forbid, il y a quelque chose qui se passe avec un de mes proches à la maison, que tout à coup... Tu vas dessouler instantanément. Je vais dessouler, je vais savoir quoi faire, je vais sauter en action et je vais comme devenir like the good mother that I am. Mais c'est pas vrai. Donc, cette histoire m'a habitée parce que ça m'a surpris de savoir que you can't shake your head hard enough and remember. Like, il y a des choses qui ne sont pas impreintes dans notre cerveau si on boit trop d'alcool and you're never getting it back. On the night that Lucy shot Jerry, there is nobody to tell Lucy what happened. Still to this day, it's hard to, because I want the missing part. I want to put it in, you know? And it's okay, this is what happened. You know, so it's hard for me to try and piece the puzzle together because there's a big, big puzzle, but there's so many pieces missing. And it's not going to change nothing. You know, it's not going to change. It's not going to bring Jerry back. It's not going to give me more time. It's not going to give me less time. It's not, you know, but I just need that missing part. I need a story. You know? Puis est-ce que Lucy, elle a écouté le podcast? Oui. Puis quel feedback t'as eu? Elle a aimé ça. En fait, moi, je fais une partie de ma démarche que je recommanderais à tout le monde. That sounded kind of arrogant. Vous allez comprendre. Avec Lucie, ce que j'ai fait avant de sortir le balado, c'est que je suis allée la rencontrer. I didn't let her listen to it. OK. Parce que je pense que tu t'ouvres à toutes sortes de problèmes quand tu fais ça et des vrais journalistes ne font pas ça. Mais je suis allée la rencontrer avec une liste de comme Episode 1. Tu vas entendre ça, tu vas entendre ça, tu vas entendre ça, tu vas entendre ça. Ensuite, telle personne va dire telle chose, telle personne va dire telle chose. Et on a vraiment traversé tous les épisodes pour qu'il n'y ait pas de surprise. Je pense que c'est vraiment important que ton sujet ne soit pas surpris par ce qu'ils entendent dans le projet final. Au contraire de ceux qui vont l'écouter. Quand tu disais que c'est un très bon ingrédient de storytelling, mais dans ce cas-là, tu veux prévenir. Tu veux juste que les gens soient préparés psychologiquement. It's not fair. C'est pas fair parce que dans l'histoire à Lucie, je suis allée rencontrer ses anciens voisins qui ont dit que elle était seule tout le temps. Ils racontaient plein de choses sur elle. Et c'est pas fair que ce soit la première fois qu'elle entend ça. Alors, je lui ai dit, ils vont dire ça. Tu vas entendre les gens que tu as... Que tu as côtoyé pendant des années, que tu as aimé. Ils vont te bâcher. Ils vont te bâcher. Donc, quand elle a écouté la série, c'était pas une surprise. Elle savait à quoi s'attendre. Elle a aimé.
Puis, mais c'est ça, tantôt, tu disais, c'est du storytelling à l'américaine. Tu sais, toi, tu as travaillé au Québec en français, tu as travaillé au Québec, au Canada anglais, puis tu as travaillé aux États-Unis. C'est quoi y a-t-il une différence dans la façon de raconter des histoires aux États-Unis versus au Québec ou au Canada? Qu'est-ce que tu as appris à travailler avec des Américains? Ma réponse est très stupide, mais en fait, ce que je trouve, c'est que quand on cherche des histoires au Québec ou au Canada, parce que nos vies sont plus confortables et parce qu'on a un social, Un filet social. un filet social, les hauts et les bas ne sont pas aussi dramatiques au Canada. Et donc, les histoires aux États-Unis sont beaucoup plus they're better. Fait que la social-démocratie, c'est pas bon pour le storytelling. C'est vrai. Quand moi et toi, on tripait Last Chance You. Ouais. OK? C'est une histoire d'une équipe de football. Je sais pas, c'est quoi? C'est à Tennessee? I don't remember. C'est dans le sud américain. Tennessee, puis c'est ça. Puis ils reprennent, c'est tous des repris des gens qui ont été lâchés par leur école qui se retrouvent dans la même école. Il y a des jeunes où leur mère est droguée. Ils sont passés par une sorte de DPG aux États-Unis. Mais c'est vraiment... Ils sont vraiment dans des very bad situations. Et là, ils veulent jouer au football pour possiblement accéder à des universités qui pourraient les amener à la NFL. Exact. Et c'est vraiment, the stakes are very high. Si on fait cette histoire-là au Québec, la personne, this is going to sound so shitty, mais la personne qui va échouer. Underprivileged. Ouais, les gens défavorisés, OK. Ouais. Ne serait jamais aussi bas, ne serait jamais aussi, they're not coming from so far down. Et quoi, ils pourraient accéder à quoi? Les Montreal Alouettes? I don't know, ils pourraient accéder à quoi exactement? They're not going to be super rich. C'est vraiment affreux de dire ça. Mais non, mais en même temps, tu as raison. Puis je trouve que c'est vrai que les histoires sont plus dramatiques quand tu prends d'un point de vue américain. Quand je cherche des histoires ici, on dirait que les hauts et les bas sont moins dramatiques. Ah ouais. Puis là, ça fait combien de temps que tu travailles aux États-Unis? Ça fait quoi, 5-6 ans? Oui, peut-être. Ouais. Puis raconte-moi donc, justement, j'ai raconté le texto que tu m'avais envoyé. « Hey, j'ai appliqué une job au New York Times. » Tu sais, comment, à un moment donné, parce que tu t'es dit, OK, c'est le fun de faire des projets, puis là, je reçois des chèques pour faire mes podcasts, mais là, je dis, I need a real job. Tu t'es dit à un moment donné, je veux... c'est que... oui, j'ai toujours admiré ce qu'ils font et je me suis dit, OK, ça serait comme la prochaine étape de travailler dans une grosse boîte américaine qui font de l'audio et... T'as-tu vu un job opening ou t'as oui, juste... Oui, j'ai vu un job opening et je dis, OK, je vais appliquer, puis... T'as eu 6 entrevues. Il y a eu 7 entrevues. Ah ouais, hein? C'est vraiment intense comme processus. Puis toi, quand t'as envoyé ton CV là-bas, t'es-tu comme un... Non, attends, mais... Mark works there now. Ah, OK. Donc, tu as un allié à l'interne. Oui, c'est ça. Lui il t'a dit, hey, t'as-tu vu une job ouverte? Oui. Ça t'a d'appliquer? Oui. OK, fait que tu as quelqu'un qui t'a... Non, il y a quelqu'un du Inside qui m'a dit, il m'a dit, tu pourrais faire ce job-là. Mais tu n'as quand même pas suivi le processus. Tu n'as pas été hired on the spot. They don't do that. Non. Tu as fait 6 entrevues, puis ils t'ont fait faire 7 entrevues, des tests d'audio, des tests de... Il faut faire un test de montage, il faut faire plein de choses. Fait qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un audio producer? The main thing that I can say, c'est qu'on essaie de rendre le journalisme du New York Times en audio. C'est qu'on essaie de trouver des moyens, soit par des podcasts, soit par des articles narrés, soit par des journalistes qui qui racontent leurs articles, oui. Qui racontent leurs articles ou qui jasent de leurs articles. C'est le genre de choses. As-tu beaucoup de liberté? Oui, sur mon équipe couramment, oui, mais dans certains paramètres. Ouais. En fait, ce que j'aime maintenant, c'est que je travaille avec des journalistes et c'est vraiment les top journalistes, alors ça, c'est le fun. Mais aussi, il y a toujours eu quelque chose dans le documentaire qui me mettait mal à l'aise. C'est que j'ai toujours eu le sentiment d'user les gens un peu. De les utiliser ou les user? Utiliser? Les utiliser, oui, que tu te servais d'eux. Oui, que quand tu fais du documentaire, surtout sur des très longues périodes de temps,
tu bâtis une relation. Ouais. Et toi, tu fais tout pour que la personne trust you. Mhm. Et ça ressemble beaucoup à une amitié pour eux. Parce que tu poses plein de questions, tu te rappelles de tout. Avec Lucie, comment la chose que tu m'as racontée l'autre fois, comment ça s'est passé? Parce que toi, tu as comme un catalogue mental de tout ce qui se passe dans leur vie. Tu prends des notes, tu les écoutes dans ton travail, tu t'écoutes toutes les entrevues que tu as faites. Et souvent, la relation n'est pas très claire pour eux et ils ont le feeling que c'est une amitié. Ça, j'ai jamais vraiment aimé ça parce qu'à la fin, c'est toi qui fais du montage. Eux, quand ils s'écoutent, ils se reconnaissent des fois plus ou moins ou « Ah oui, ce moment, c'était comme beaucoup moins intense que ça s'est sorti dans le montage. » Et à la fin du projet, c'est comme « Ciao, bye. » Et j'ai jamais aimé ce feeling-là et j'ai toujours essayé de garder la relation vivante, mais life is very busy, ça marche pas. D'aller tous les quelques semaines rencontrer Lucie, prendre un café au Tim Hortons avec elle, ça faisait partie de mon travail. Mhm. Mais pour elle, c'était un plaisir. J'ose dire que c'était un plaisir. J'ai toujours essayé de garder comme un carnet de notes sur la table pour comme un rappel visuel, like I'm working. Mhm. Mais c'est pas vraiment ça. Fait que là, c'est quoi la différence? Tu travailles avec des journalistes, tu n'as plus ce sentiment-là? Non, parce que c'est eux qui They go find the people and I work with them. And ce feeling-là n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas réalisé que c'était comme lourd dans ma vie, que j'aimais pas. Ah ouais. Comme quand je laisse les personnages à la fin, je me sentais toujours un peu gross. Ah parce que Oui, puis c'est ton film à la fin. First Day Back saison 2, c'est à moi. Tout le monde people come and tell me that it's something. Nobody goes and tells Lucy that they liked hearing her story. Like, c'est moi qui a tout le crédit. Le crédit pour ça. I don't know, il y a quelque chose dans ça. Il y a un livre que j'ai toujours voulu lire, Janet Malcolm, The Journalist and the Murder, que j'ai pas lu, mais tout le monde me dit que ça parle de ça. Et on dirait que j'ai jamais voulu lire cette histoire parce que j'avais peur de trop me reconnaître et que ça allait comme mettre des idées dans ma tête de comme « It's even worse than you thought ». You're a bad person. I'm a very bad person. Puis, c'est quoi le plus beau compliment que quelqu'un puisse te faire sur tes histoires? C'est quoi que tu aimes te faire dire? Que quelque que chose t'as pas est volé. drôle. Oui? Pour vrai? J'aime tellement des choses qui sont drôles. Oui. Puis c'est drôle, tu as un humour un peu quirky. Je sais pas comment le qualifier. Witty, quirky. Tu sais, comment tu vois l'humour, la place de l'humour dans tes histoires? Parce que si tu aimes te faire dire que c'est drôle, ça veut dire que tu as l'intention que ce soit drôle. T'sais. I know. J'ai beaucoup réfléchi à comme pourquoi j'aime tellement qu'une chose soit drôle. Mais c'est peut-être aussi parce que j'aime rire et c'est peut-être aussi ma famille. L'humour juif est vraiment reconnu. Donc, c'est quelque chose que je valorise. Like, I think it's important. Puis qu'est-ce qui te fait rire? Tu sais, quand tu dis tu mets deux affaires ensemble puis ça devient drôle, oui. C'est quoi tes tricks? C'est l'inattendu. C'est quoi ton bag of tricks? Mais je pense que c'est l'inattendu ensemble. Quelque chose qui est drôle, souvent, c'est parce que c'est pas à ça que tu t'attendais. Mm-hmm. C'est peut-être aussi le surprise. Donc, pour moi, c'est aussi de pouvoir maîtriser l'humour, c'est maîtriser le storytelling parce que tu comprends, like, what's going to be funny, you know? Mm-hmm. Mais j'ai souvent trouvé que en essayant de faire des choses drôles, ça frôle aussi I don't want to be laughing at people. Mm-hmm. I want to be laughing with people. Et avec Lifelike, des gens qui sont obsédés par la taxidermie, c'était vraiment limite. Pourquoi? Tu dis ça avec un sentiment de culpabilité ou tu as l'impression que tu étais malhonnête quand tu le faisais? Non, pas vraiment, mais on dirait que je m'arrêtais parce qu'on aurait pu comme vraiment aller plus loin. Et ma tendance, c'est souvent de pousser plus loin et c'est peut-être la monteuse qui a dit comme « let's dial it back ». Mm-hmm. Tu savais-tu quand tu étais petite, toi, que tu ferais du storytelling? Quand est-ce que tu l'as su? Non. Je pense que c'était à Concordia que j'ai décidé de entrer en documentaire. Mais dans ma tête, au début, le documentaire, c'était comme Jane Goodall, qui n'est même pas documentariste, mais qui... Vivre parmi les singes pendant 6 mois. Oui, c'est ça, avec un cahier de notes. Pendant longtemps. Très longtemps, sur une période de temps. But I thought it seemed so cool.
Puis c'est exactement ça que tu as fait à ta sortie de l'école. Tu as fait un documentaire sur Warsha, un mythique magasin du boulevard Saint-Laurent. Mhm. Tu aurais pu faire plein de jobs, là, dans le sens que tu as décidé de faire des films tout de suite comme ça. Ouais. C'était comme évident que c'est Mais ça. j'habitais à côté de Warsha, fait que j'allais là tout le temps. Ouais. Et on dirait que c'est ça, c'est le genre de choses que tu apprécierais. Il me semblait qu'il y avait tellement de drames entre les caissières quand j'allais au Warsha. Et je me rappelle, il y a un jour, je faisais mes courses et la fille qui checkait mes épiceries, j'étais certaine qu'elle était en train de faire le break-up avec le gars qui mettait les choses dans le sac, le bagger. And they were screaming at each other and I was like, this place is amazing. Et c'est ça, au début, je voulais que ça soit sur les filles, les caissières qui travaillaient à Warsha. Mais finalement, il y avait Mrs. Levy qui était tellement un personnage intéressant. Il y avait Spiro, le gars qui faisait les fruits et les légumes. Il était tellement drôle et weird. Et il travaillait dans un petit coin du sous-sol dans le... It was disgusting. I mean, il y avait finalement plein de vies qui se passaient à Warsha. Puis comment puis là, tu t'as passé 1 an à aller filmer au Warsha? Oui. 1 an? Fait que t'étais devenu comme... tu faisais partie des meubles, t'étais dans la famille Warsha. Comment il réagissait quand il le voyait arriver, toi, avec... Mais l'affaire qui est drôle, c'est que je pense que à l'époque, il me semblait que I looked younger than I was even. Ouais. Donc, personne ne me prenait au sérieux. Je pouvais faire n'importe quoi là-bas. Ouais. I mean, je pense que s'il y aurait eu un peu de sens, il ne m'aurait pas laissé rentrer dans le sous-sol avec une caméra. Like, il y avait des rats, il y avait plein de choses. I mean, it made no sense. Et je me rappelle, à la fin... Spiro, le gars qui faisait les fruits et les légumes, quand le film est sorti, et ça c'est après que je l'ai filmé pendant 1 an de temps, il m'a dit « You should have told me you were making a movie about this. I would have been much better. » Et j'étais comme, ben là, je faisais quoi avec la caméra? Mais il prenait tellement pas ça au sérieux que et ça m'a comme aidé, on dirait. Ouais, c'était the fly on the wall. Oui, personne, il y avait comme 0 filtre avec moi quand j'étais là. Puis c'est drôle parce que tu dis, mais maintenant, cette affaire, je cherche les stakes entre nos... Mais tu sais, ton instinct était quand même né de tu pensais qu'il y avait une histoire d'amour entre les... Oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, ton instinct était bon, c'est juste devenu un slice of life Oui, c'est vrai. au départ. Oui, c'est vrai. I just needed them to break up on camera. Tu sais, c'est quoi que tu as appris en audio qui pourrait te rendre une meilleure réalisatrice cinéma? En fait, il y a une question qu'on pose souvent en audio que j'ai jamais posée en film. How did that make you feel? Et c'est une question qui révèle beaucoup parce que souvent, les gens n'ont pas pensé à ça. How did it make me feel? Et on dirait que c'est une question vraiment importante en audio parce que ça t'aide à sortir le juice des émotions. Et donc, je dirais que c'est une question, même en entrevue, que je poserais toujours en allant à l'avance. And maybe I was just stupid to not ask it before. Mais je demandais des questions dans d'autres sens. Mais vraiment, juste la question aussi simple que ça, how did that make you feel? C'est vraiment une espèce de pilule magique souvent. Ah ouais, hein? Les gens se révèlent. Oui, mais ils révèlent leur feeling. Mm-hmm. Et c'est ça qui touche les gens. Merci, Tali. Bienvenue. Bon, en conclusion de ce que j'ai aimé de ma conversation avec Tali, ça faisait longtemps qu'on s'était vu et qu'on n'avait pas passé du temps à jaser, fait que ça, c'était toujours agréable. Mais moi, je m'intéressais beaucoup à son histoire parce que moi, j'ai eu un père, justement, qui était producteur en cinéma dans les années 70, puis il m'avait toujours dit qu'il avait arrêté de faire du cinéma quand il y a eu des enfants parce que ça se conciliait mal, justement, la vie de passer 20 heures en tournage par jour puis d'avoir des enfants. Et puis, quand j'ai vu Tali, justement, au lieu d'abandonner son rêve, parce que mon père, à chaque fois que je parlais des projets qu'on faisait en télé ou en film, en documentaire, ben ses yeux s'allumaient, puis je m'apercevais qu'il avait abandonné quand même quelque chose qui l'avait fait vibrer. Puis Tali, quand je l'ai vu justement revenir avec son podcast, puis d'essayer de trouver une nouvelle façon de raconter des histoires qui étaient peut-être plus adaptées à sa réalité de mère, ben justement, ça me parlait parce que j'avais le sentiment un petit peu de... Peut-être que mon père aurait pu devenir un podcaster au lieu de devenir un agriculteur comme il a fait dans les années 70. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et merci aussi à la réalisatrice Sacha Campeau. Je m'appelle Philippe Lamar et vous écoutiez Entre la fin puis le début.
C'était un podcast Urbania.